Nous vous alertons grandement sur le danger de céder aux sirènes de l'extrême droite. Vous vous trompez d'ennemi, qui s'appelle Front National ou Rassemblement National. Ce parti politique n'a pas changé, à part son nom. Il est toujours ce courant politique fasciste, machine à protéger le capitalisme, et qui ne remet en cause ni le libéralisme, ni la concentration de richesses dans les mains d'une minorité. C'est un ennemi de classe que nous sommes fiers de combattre, qui s'est toujours nourri des pathologies de la société en faisant croire qu'il peut en être la solution. Ils se disent défenseurs des travailleurs et des travailleuses, défenseurs des plus précaires, alors même que dans le même temps, ils votent à l'Assemblée contre l'augmentation des salaires, contre l'impôt de solidarité sur la fortune, contre la gratuité des cantines scolaires et j'en passe. C'est une imposture. Et alors ce soir, Monsieur Nader, nous vous laissons vos vidéos. Nous gardons nos collègues. Nous vous laissons les polémiques. Nous défendons nos services publics. Nous vous laissons le buzz pour cacher le vide de votre programme. Parce qu'au fond, elle est là la différence entre vous et nous. Vous cherchez des spectateurs, nous défendons les travailleurs. Longue vie au service public et vive la CGT. Merci pour cette entrée en matière. Il m'appartient maintenant de réouvrir la séance du Conseil municipal. Le premier point à l'ordre du jour étant une délibération afin que notre Conseil adresse un blâme à Monsieur Kevin Nader. En premier lieu, je voudrais d'abord remercier les représentants et le représentant et la représentante de la CGT pour leurs interventions, dont je partage évidemment l'ensemble du propos et qui m'évitera d'y revenir. Je salue également, non sans une certaine émotion, le rassemblement de soutien qui vient de se tenir à l'entrée de l'hôtel de ville, à l'entrée de ce conseil municipal. Je remercie notamment les élus venus de loin, de Gennevilliers, de Gentilly, du conseil régional, etc., etc. Notre sénateur Pascal Savoldelli qui a pris la parole tout à l'heure. Et ce rassemblement, encore une fois, fait la démonstration du refus des Ivriennes et des Ivriens de voir leur ville fracturée. Il n'aura échappé à personne que le conseil municipal d'Ivry n'est pas coutumier de débats susceptibles de se conclure par un blâme adressé à l'un de ses membres. Mais notre Assemblée n'est pas coutumière non plus, et c'est heureux, de ce dont elle a été spectatrice le 11 juin dernier. Il est donc nécessaire, dans le cadre d'un débat politique que je souhaite aussi serein et respectueux que possible, d'en tirer quelques réflexions. La première porte sur le caractère inédit de la dernière séance. Nous nous sommes qu'au tout début du mandat, mais déjà, de nombreuses limites politiques ont été repoussées et malheureusement pas dans le bon sens par le représentant du Rassemblement national. Il a été question sur un registre que je dénonce évidemment, des agentes et des agents du service public, de la politique culturelle de cette ville et bien sûr de la place de la laïcité dans la conduite des affaires publiques. J'ai été amené, après 4 heures de débat, à interrompre la séance. Croyez bien que je le regrette. C'est d'ailleurs la première fois que je suis contraint à une telle extrémité. Le deuxième enseignement que je tire de cette séance, c'est que le Rassemblement national a fait la démonstration qu'il n'était pas ici pour servir l'intérêt général de la population, mais bien plutôt pour utiliser Ivry comme marchepied ou comme prétexte à la mise en lumière de ses propres obsessions et de son propre agenda politique. Je n'ignore pas non plus l'attrait que peut avoir pour l'extrême droite notre commune, gérée depuis plus de 100 ans par un maire communiste et située au cœur de la 10e circonscription du Val-de-Marne, dont personne n'ignore qui est la députée. En disant cela, je ne minimise pas le caractère inédit et volontairement provocateur de la mise en scène organisée par cet élu le 11 juin dernier. Provocation,
C'est d'ailleurs le terme qu'a retenu Marine Le Pen elle-même quand elle a été interrogée sur le sujet. J'ai moi-même fait quelques recherches, mais je n'ai trouvé aucun exemple d'élu ayant prié au cours d'une assemblée délibérante, du moins depuis la chute de l'Ancien Régime, et je sais que le Rassemblement national départemental a exhumé les anciennes armoiries du département et leurs fleurs de lys, mais je n'en tirerai aucune conclusion de procès en nostalgie. Je ne suis pas dupe du caractère prémédité de cet incident de séance. Monsieur Nader m'ayant interrogé bien en amont sur les modalités d'amendement du règlement intérieur. Je ne suis pas dupe non plus de l'incroyable intérêt qu'a suscité durant quelques jours le conseil municipal d'une ville de 64 000 habitants. En quelques heures, des centaines de comptes d'extrême droite se sont emparés sur les réseaux sociaux des images du streaming de la ville, le plus souvent via des montages tronqués, attirant l'attention de la presse généraliste et permettant aux médias Bolloré de rabâcher leur version des événements plusieurs jours durant. L'objectif ici était bien d'ouvrir une fenêtre médiatique pour mettre en lumière une proposition de loi portée par le RN à l'Assemblée nationale et par la droite au Sénat qui vise à restreindre la liberté des élus en leur interdisant le port de tout signe religieux. Et même si je le regrette, force est de constater que cette opération médiatique a été couronnée de succès. Malheureusement, c'est Estelle Bouffala, Fenda Diarra, Sébastien Scarpinato et moi-même qui avons dû payer la rançon de cette gloire éphémère. Car dans les jours qui ont suivi, nous avons été les destinataires de milliers de messages, au mieux insultants, sur le registre du racisme, de l'islamophobie, de l'homophobie. Au pire, nous menaçant de viol, de mort et bien sûr de damnation. Le procureur de la République est désormais saisi de cette situation et je ne peux qu'espérer une réaction qui sera à la hauteur de l'extrême gravité de ces menaces. Dans un tel contexte, je ne peux que déplorer certaines analyses de l'incident de séance du 11 juin dernier, le résumant à un combat de coq, ou d'autres encore se contentant d'imputer à la politique municipale ce quart d'heure de gloire médiatique du Rassemblement national ivrien. Ce sont là, selon moi, de graves erreurs d'appréciation. Car ce que nous avons vécu il y a quelques semaines se reproduit chaque semaine un peu partout en France. Début juin, la maire socialiste de Nantes, qui devait elle aussi déposer plainte pour menace de mort après avoir eu le malheur de rendre publique une visite à la mosquée de sa ville. Avant cela, c'était la maire socialiste du 10e arrondissement et un député écologiste qui était physiquement agressé par des militants d'extrême droite pendant la nuit blanche parisienne. Quelques jours avant notre conseil municipal, c'est la communauté éducative d'une école maternelle, une école maternelle de Montreuil, qui était livrée à la vindicte de l'extrême droite au prétexte d'un spectacle d'école. Ces derniers jours, c'est un adolescent de 14 ans qui est accusé à longueur d'antenne par CNews de terroriser Paris avec un pistolet à eau et qui se trouve violemment pris à partie, lui et sa famille, sur Internet. La question qui nous est posée ici ce soir n'est donc pas d'apporter un quelconque soutien au maire et à sa majorité. La question qui nous est posée, ou plutôt que la période politique que nous traversons impose désormais à tous les progressistes et au-delà à tous les démocrates, c'est celle des lignes rouges que nous décidons de fixer collectivement face à l'intimidation et aux menaces de l'extrême droite, qui ne manqueront pas, j'en suis sûr malheureusement, d'aller crescendo dans la période à venir. La question qui nous est collectivement posée, notamment en tant qu'élus d'Ivry, c'est celle de notre attitude face aux tentatives de division des habitantes et des habitants des villes populaires comme la nôtre, sur la base de leur couleur de peau, de leurs origines réelles ou supposées, ou encore de leur religion et de leur choix personnel de croire ou de ne pas croire. J'en terminerai d'ailleurs par là, sur le fond politique à l'origine de l'incident de la dernière séance.
L'amendement au règlement intérieur proposé par le RN visait à interdire le port de tout signe religieux au sein de notre Assemblée délibérante. Et je tiens à clarifier un point à ce sujet, puisque j'ai vu de nombreuses personnes s'interroger de bonne foi. Les débats sur la laïcité, saturant l'espace médiatique ces dernières années, presque exclusivement à des fins islamophobes d'ailleurs, certains de ces principes peuvent être perdus de vue. Le droit astreint aujourd'hui les personnes travaillant pour le service public à la neutralité religieuse et personne ici ne le conteste. Mais il n'en est pas de même pour les élus désignés par la population sur la base de leurs engagements, de leurs identités, souvent plurielles, et de ce qu'elles et ils incarnent. Le 11 juin dernier, factuellement, la seule personne qui a enfreint les principes de la laïcité dans cette Assemblée, c'est un élu du Rassemblement national en récitant une prière au micro pour faire le buzz. Aujourd'hui, la loi ne confond pas les principes relevant de la laïcité de ceux relevant de la neutralité du service public. Ainsi, les élus siégeant dans une assemblée délibérante ont la liberté de porter des signes religieux. Cette liberté s'arrête certes lorsqu'ils ou elles exercent des fonctions d'officier d'état civil. L'amendement que je n'ai pas voulu soumettre aux voix le 11 juin aurait rendu notre règlement intérieur plus restrictif que la loi elle-même. Et tout le monde aura bien compris que seuls 2 de nos collègues auraient été concernés par cet amendement. 2 femmes musulmanes, à qui il aurait été question de dicter la manière dont elles devraient s'habiller. Madame Diarra et moi-même avons en effet fait part de notre fierté. À force de montages vidéo fallacieux, certains ont pu y entendre la fierté d'appartenir ou de soutenir une religion en particulier, sous-entendu au détriment des autres et du principe de laïcité. Notre motif de fierté, c'est bien au contraire de réussir à faire vivre ensemble et de considérer que la diversité de notre commune est une extrême richesse. Pour faire simple, notre motif de fierté, c'est d'être élu dans une ville où l'on peut à la fois voter des crédits de travaux pour l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et son orgue, ou la mise à disposition d'une maison du patrimoine communal à l'association des Amis de Madeleine Delbrel, de prêter un stade une demi-journée pour accueillir dans des conditions dignes les prières de l'Aïd et d'organiser en décembre la fête de Hanouka sur l'esplanade de l'hôtel de ville, sans que tout cela ne soit le moins du monde un motif de division des Ivriennes et des Ivriens entre eux. Et je ne souhaite pas que l'incident de séance du 11 juin, parce qu'il resterait sans réponse, ne me contraigne à évoquer tout cela à l'imparfait. Personne, ni à Ivry, ni dans ce conseil municipal, ne saurait être de nouveau ciblé à cause de ce en quoi il ou elle croit, ou ne croit pas d'ailleurs. De la même manière que je ne souhaite pas voir cette Assemblée à nouveau empêchée de débattre dans ce qui constitue le cœur de ses travaux, soit la conduite des affaires communales. C'est pour toutes ces raisons et pour mettre un terme à ce triste épisode que je soumets aujourd'hui cette délibération visant à infliger un blâme à Monsieur Nader, conseiller municipal du Rassemblement national. Je vous remercie. Merci. Alors, avant d'engager le débat, je passe la parole à Méadé Bernard sur la question des protections fonctionnelles où on doit vous informer. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit en effet d'une information puisque depuis décembre 2025 et la loi sur le nouveau statut des élus locaux, tous les élus
absolument tous les élus, peuvent désormais demander la protection fonctionnelle, et cette dernière ne fait plus l'objet d'une délibération et donc d'un vote de nos assemblées délibérantes, Elle est acquise dès la demande écrite faite à Monsieur le maire et que nous transmettons ensuite à Monsieur le préfet. Donc cette information à l'ordre du jour du Conseil est une information et donc un don-acte. Nous avons été saisis par écrit de demandes de protection fonctionnelle de la part de Estelle Bouffala, de Philippe Bouissou, de Fenda Diarra et de Sébastien Scarpinato, suite aux incidents survenus lors de notre dernière séance du Conseil, qui ont donné lieu à des menaces de mort sérieuses, des injures, des menaces, des propos diffamatoires, orchestrés notamment par la fachosphère. Et comme le prévoit la loi, les 4 demandes ont été transmises en préfecture. C'est les éléments que vous avez à l'ordre du jour. Dans l'intervalle, Monsieur Nader a également formulé la même demande suite à des menaces physiques. Cette demande a été transmise, comme nous devons le faire, au service de la préfecture. Donc voilà, c'est simplement un don-acte sans vote. Merci Méadé pour ce don-acte. Et autant on ne peut pas refuser la protection fonctionnelle, et c'est très bien que la loi nous l'impose, mais dans 4 mois, je crois que nous pourrons y revenir si jamais les éléments n'étaient pas probants, et le Conseil délibérerait à ce moment-là. Voilà, pour retirer la protection fonctionnelle, mais on ne pourra le faire que dans 4 mois, une fois que chacune et chacun d'entre nous auront pu faire valoir leurs droits devant la justice. Alors, sur la délibération qui est soumise, j'imagine qu'il y a des interventions. Monsieur Simonin Lacroix, allez-y. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, donc moi je vais jouer l'avocat du diable, parce que depuis près d'une heure et demie maintenant, en fait, de nouveau, on revit la séquence de la dernière fois et finalement, on continue une forme d'instrumentalisation du débat. S'il vous plaît. Nous assistons à une mise en scène dont vous avez pris l'initiative. Et effectivement, j'ai bien noté le petit combat de coq tout à l'heure. En fait, effectivement, le combat entre 2 forces politiques. Je ne vais pas dire que c'est le coq de la République qui parle, mais ce sont les deux forces de la République, l'extrême gauche et l'extrême droite. Et c'est à ça qu'on a assisté le 11 juin dernier. Et vous avez pris l'initiative, Monsieur le maire, en refusant de porter aux voix ce que vous avez justement rappelé à l'instant, en refusant de voter aux voix l'amendement laïcité, eh bien, vous avez laissé le souk s'installer. Le tumulte a remplacé le débat républicain. Alors nous, élus républicains de la droite et du centre, nous refusons ce théâtre d'ombre médiatique, avant tout, et c'est pour ça que depuis 1 heure, moi j'aimerais qu'on rentre dans le débat de la ville, parce que avant tout, notre boussole, ce sont les habitants. Depuis le 11 juin, on n'a pas parlé des habitants, on n'a pas parlé de leurs conditions de vie, on n'a pas parlé des sujets. Oui, bien sûr, non, mais je n'en doute pas. S'il vous plaît, je demande aux personnes présentes dans la salle de ne pas interrompre Monsieur Simonin Lacroix. Voilà, on s'écoute. Allez-y. Donc avant tout, notre boussole, c'est Ivry-sur-Seine. Alors effectivement, et vous l'avez rappelé en creux, la France a besoin d'une loi. Et vous l'avez dit, effectivement, tout ce que vous avez dit est exact, mais la France a besoin d'une loi parce qu'on voit bien que sinon, on va arriver toujours dans ce système où, effectivement, en bravant la laïcité et en faisant une arme les uns contre les autres, on se trompe de combat et on se trompe de direction. Donc, de notre point de vue, vous avez donc, en conséquence, et sur la base d'une loi que nous soutenons, la proposition de loi existe, elle est actuellement déposée au Sénat depuis le 26 avril 2026. Eh bien, cette loi que nous soutenons, il faut qu'elle aboutisse parce que c'est là qu'on aura la paix au sein de nos conseils. Voilà, moi ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous devons nous occuper du quotidien des Ivriennes et des Ivriens, et notre Assemblée est régie par les lois de la République, par notre règlement intérieur que nous avons voté il y a quelques jours, et donc, en conséquence, nous ne prenons pas part au vote sur ce blâme qui, par ailleurs, n'a aucune valeur juridique d'aucune sorte. Merci, Monsieur le maire. Merci. Simonin, merci à vous.
Non, je vais demander au public de ne pas réagir parce que sinon on ne va pas s'en sortir et on gagne un peu de temps comme ça. Monsieur Monfret et ensuite Monsieur Scarpinato. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Monsieur le maire, pouvez-vous s'il vous plaît bien préciser l'objet du blâme de Monsieur Kevin Nader? Parce que pour nous, ce n'était pas très clair. Vous dites c'est au titre de ce comportement préjudiciable au principe de laïcité. Si je comprends bien, si la loi permet aux élus de porter des signes religieux, elle ne permet pas en revanche le prosélytisme. Pouvez-vous donc bien nous préciser que cette atteinte au principe de laïcité porte en partie sur le fait d'avoir récité une prière au sein du conseil municipal? Nous pensons par ailleurs que tous ces coups d'éclat nuisent au débat d'idées et que jouer avec des symboles religieux, quel que soit le bord politique, ne peut entraîner que désordre et discorde dans le vivre ensemble qui est censé nous rassembler. Ce sujet de la laïcité, pour nous, est trop délicat et trop fragile pour qu'il soit traité à base d'esclandres et de buzz. Et ces attitudes de l'ordre du spectacle politique déchirent davantage les pages du vivre ensemble à Ivry en répandant la haine et la colère. Il me semble que les Ivriens et les Ivriennes nous invitent à prendre un peu plus de hauteur, à travailler ensemble pour améliorer notre cadre de vie et la qualité de vie de nos concitoyens. Et si un blâme peut nous aider à faire baisser un peu la tension à Ivry, alors le groupe J'aime Ivry votera pour. Merci. Monsieur Scarpinato, à vous. Oui, bonsoir à tous, monsieur le maire, chers collègues. Je crois que nous aurions tous préféré ne pas avoir examiné une telle délibération parce que dans une démocratie, un blâme adressé à un élu constitue une réponse exceptionnelle à des faits qui précisément sortent du cadre normal du débat démocratique. Or, ce qu'il s'est produit lors de notre dernier conseil municipal ne relevait pas d'un débat politique aussi vif soit-il. Il s'agissait d'une mise en scène pensée pour provoquer, pour détourner notre assemblée de sa mission première, pour transformer une institution de la République en décor d'une opération de communication. Et je voudrais dire une chose qui me paraît encore plus importante. Le véritable sujet n'est pas seulement ce qui s'est passé dans notre assemblée, c'est ce qui s'est passé en dehors. Parce qu'une fois les vidéos publiées, une fois les réseaux sociaux mobilisés, ce ne sont plus des élus qui ont été montrés du doigt, ce sont des femmes, des hommes, des personnes qui ont un visage, une famille et une vie. 2 de nos collègues ont été insultés parce qu'elles portent un voile. Notre maire a été pris pour cible parce qu'il a fait respecter le droit. Et d'autres élus, dont je fais partie, ont été menacés personnellement jusqu'à nécessiter aujourd'hui, mais à dès le rappeler, la demande d'une protection fonctionnelle pour plusieurs d'entre nous. Voilà donc pourquoi cette délibération est importante, parce qu'elle nous rappelle qu'il existe désormais une mécanique politique parfaitement rodée du Rassemblement national. On organise une provocation, on la filme, on la diffuse, on désigne des responsables et on laisse les réseaux sociaux accomplir ce que les discours ne peuvent plus dire ouvertement. Cette mécanique ne vise pas seulement des individus, elle vise à installer la peur de parler et la peur d'exercer notre mandat. Elle instille la peur d'être montré du doigt parce qu'on est une femme, parce qu'on est musulman ou supposé l'être, ou parce qu'on défend simplement les principes de notre République, et c'est cela qui est en jeu aujourd'hui. L'extrême droite procède toujours de la même manière. Elle ne cherche pas à enrichir le débat démocratique, elle cherche à le remplacer par la provocation permanente. Elle ne cherche pas à convaincre, elle cherche à fracturer, et elle ne cherche pas à construire un désaccord politique, mais à fabriquer des ennemis. L'histoire nous enseigne que les démocraties ne meurent presque jamais d'un grand fracas. Elles s'usent lorsque l'on s'habitue à l'inacceptable, lorsque les intimidations deviennent des éléments du paysage politique, et lorsqu'on finit par considérer que les institutions devraient supporter, sans jamais réagir, toutes les transgressions. C'est précisément parce que nous refusons cette banalisation que nous étudions cette délibération aujourd'hui. Bertolt Brecht, à la sortie du nazisme, écrivait « Le ventre est encore fécond, doit surgir la bête immonde ». Cette phrase est un avertissement. Elle nous rappelle que les idéologies autoritaires ne reviennent jamais sous les mêmes habits. Elles avancent pas à pas en banalisant les provocations, en désignant les boucs émissaires, en faisant croire que certains de nos concitoyens seraient moins légitimes que d'autres à participer à la vie démocratique. Mais vous savez, les provocateurs passent, les institutions, elles, ne demeurent que si nous avons collectivement le courage de les défendre. Et c'est avec cette conviction profondément républicaine, car oui, nous sommes les vrais républicains, que les écologistes voteront cette délibération. Merci Sébastien. Ensuite, Monsieur Nader. Merci Monsieur le maire, chers collègues. À Ivry, nous voyageons dans le temps. Nous voici retournés en août 1936 avec un procès politique qui fait écho au grand procès de Moscou et aux heures les plus sombres du communisme. Je sais que vous êtes nostalgique de l'URSS.
S'il vous plaît, je vous demande de ne pas ajouter la victimisation à l'outrance. On laisse Monsieur Nader s'exprimer dans le silence. Voilà, je peux reprendre. Enfin, c'est dommage d'être coupé alors que c'est assez intéressant. Nous voici revenus aux heures les plus sombres du communisme. Je sais que vous êtes nostalgique de l'URSS, mais je suis au regret de vous informer que vous avez 35 ans de retard sur son effondrement. Aujourd'hui, vous voulez voter un blâme à mon encontre. Très bien. Mais qu'en sera-t-il en cas de récidive? Le goulag? Vous voulez rejouer le match, monsieur le maire, mais les Français vous ont massivement désavoué. Vous et votre majorité idéologique. Je vais aussi poser une question juridique très simple. Votre délibération me paraît totalement dépourvue de base légale expresse. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire a seul la police de l'Assemblée. Il peut prendre des mesures de police de séance, notamment faire expulser une personne qui trouble l'ordre. Mais où est la disposition du CGCT qui permettrait au conseil municipal d'infliger une sanction disciplinaire à un conseiller municipal? Vous visez l'article 21, 21, 29 du CGCT, c'est-à-dire la compétence générale du conseil municipal pour régler les affaires de la commune, mais une compétence générale n'est pas une base disciplinaire. Vous visez aussi le règlement intérieur, mais je n'y vois davantage pas de régime de sanctions prévoyant un blâme, ses conditions, ses garanties procédurales et ses effets. Au mieux, votre blâme n'a aucune portée juridique réelle. C'est une motion politique déguisée en délibération. Au pire, vous engagez le conseil municipal dans une procédure juridiquement fragile parce qu'elle donne l'apparence d'une sanction sans en avoir la base légale, les garanties et le régime. Enfin, je tiens à vous rappeler, monsieur le maire, qu'aucun lien de subordination hiérarchique existe entre vous et moi. Je ne suis pas un agent municipal qui a osé vous contredire et auquel vous pouvez infliger un blâme pour lui signifier votre autorité. C'est en tant qu'homme libre que je suis ici. Je vous pose donc la question, monsieur le maire. Engagez-vous votre majorité dans le vote d'une délibération dépourvue de base légale expresse? À ce stade, je demande un scrutin public, que chaque élu prenne ses responsabilités, que cette assemblée communale, que les membres de cette assemblée communale assument publiquement qu'ils ne votent pas ici une mesure juridique, mais bien un procès politique contre un élu d'opposition. Vous pouvez voter un blâme, mais vous ne pouvez pas blâmer la réalité politique. Votre majorité est désavouée par les Français. Vos méthodes sont autoritaires et les Ivriens vous voient bien à la manœuvre. Merci. À conclure les débats, alors comme j'ai été interpellé, qu'il y a plusieurs questions, je commencerai par répondre à la question de monsieur Monfret. Effectivement, ce blâme a une portée symbolique. Il ne s'agit absolument pas de punir monsieur Nader ou de le mettre en prison, au goulag ou je ne sais quoi. C'est simplement d'avoir une position de notre Conseil pour dénoncer l'attitude et le trouble à l'ordre public qui a eu lieu lors du dernier Conseil municipal et que vous avez à juste titre qualifié à l'instant d'acte de prosélytisme. Voilà, ça a une portée symbolique, effectivement. Ça n'a aucune portée juridique. Les indemnités de monsieur Nader resteront pleines et entières. Enfin, il n'y a aucune portée. C'est un acte symbolique que je demande au Conseil municipal. On peut le qualifier de politique, effectivement, vous avez raison, monsieur Nader. C'est avant tout un acte politique pour dénoncer la grave infraction à la laïcité que vous avez commise lors de la dernière assemblée. Il y a une différence entre porter un voile pendant une assemblée délibérante, ou porter une kippa, ou porter un crucifix autour du cou. C'est possible, et ce ne sera reproché à personne, et celle de se saisir du micro, de décréter qu'on place le conseil municipal sous le signe de la croix et de réciter un « Je vous salue Marie ». Ça, c'est un acte prosélyte. Et croyez bien que ce que je vous ai dit la dernière fois, sur un ton effectivement un peu plus énervé que ce soir, que cette façon d'instrumentaliser la religion catholique pour commettre dans cette assemblée communale un acte profondément islamophobe a choqué bien au-delà des enceintes de cette assemblée. Et je ne parlerai pas ici, j'en ai absolument pas le droit, ni le mandat, ni au nom des musulmans, ni au nom des catholiques, ni au nom des juifs, mais je sais que cette attitude a provoqué un trouble et un choc légitime dans la population ivrienne, et vous le savez aussi bien que moi. Vous le savez aussi bien que moi. Et
personne n'a accepté ces formes d'instrumentalisation. Alors oui, c'est un acte politique qui se donne comme objectif que dorénavant, ces outrances, cette recherche du buzz permanente cesse. Vous aurez le droit d'exprimer absolument tout ce que vous voulez sur la politique municipale. Il n'y a aucune limite à votre possibilité d'expression dans ce Conseil. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et vous savez, pour moi, 1936, que vous évoquiez à l'instant avec ce côté historien de Wikipédia, sans doute, oui, c'est ça l'expression. Pour moi, 1936, c'est le Front populaire. C'est ça ma référence. C'est pas autre chose. Et ce que je voulais dire aussi, parce que là je ne suis plus moi non plus sous contrôle des choses, c'est que la campagne de haine qui s'est déversée sur les réseaux sociaux, orchestrée, alimentée, bien au-delà des frontières de la commune, elle ne nous a pas déstabilisés. Nous sommes toujours là. Et monsieur Simonin-Lacroix, croyez bien que depuis le 11 juin, toute cette équipe municipale a été au travail. Tous les adjoints ont été au travail face aux enjeux de la canicule, face à tout ça, et qu'on n'a rien lâché de ce qui est l'intérêt premier des Ivriens, et que la vie communale, pour un exécutif et une majorité, ne se limite pas, heureusement, aux séances du conseil municipal. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, n'ayez aucune inquiétude, les services publics ont fonctionné, et je tiens à remercier ici celles et ceux qui, pendant la période de canicule, ont assuré le soutien aux plus fragiles d'entre nous dans la population. Et je pense notamment à toutes celles et tous ceux qui ont continué à balayer nos rues, à toutes celles et tous ceux qui au CCAS ont continué à appeler les personnes âgées isolées une par une, à continuer à apporter des soins à domicile. Et je pense aussi aux agents des écoles qui ont continué à accueillir les enfants. Et croyez bien que la vie municipale, monsieur Simonin, on n'est pas en train de dialoguer tous les deux. On est dans une assemblée communale, donc vous pourrez reprendre la parole. Oui, je vous redonnerai la parole, j'ai pas de problème. Mais voilà, on est dans cette dynamique-là. Et la base juridique de ce blâme, monsieur Nader, je voudrais pas vous confondre. La base juridique, croyez bien que je suis quand même assez prudent. On a des services qui travaillent et je me suis entretenu avec le préfet du Val-de-Marne sur la meilleure manière de procéder. Comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai envoyé copie du courrier que j'ai envoyé au préfet, mais si c'est pas le cas, je le ferai à l'ensemble des membres de ce conseil municipal. Et dans ma lettre au préfet, je disais je vais proposer à l'Assemblée communale de voter un blâme à l'encontre de cet élu. Le préfet m'a répondu, je ne crois pas que vous puissiez procéder par un vote parce que la police de l'Assemblée vous revient. Donc vous pouvez, vous, en tant que maire, adresser un blâme à monsieur Nader et en informer le conseil municipal. Ce qu'aurait eu exactement le même résultat que ce soir. Mais après, il s'est repris, il m'a dit non, vous pouvez faire voter au Conseil une délibération impliquant un blâme. Donc, si vous avez envie de déférer cette délibération et que le tribunal administratif vous donne raison, eh ben, nous la reporterons et nous lui donnerons une forme juridique meilleure. Si vous avez du temps à perdre avec ça, faites-le. Mais je réaffirme ici qu'en effet, vous avez raison sur un point. Ce que je sollicite auprès des élus ce soir, c'est une mesure politique et symbolique pour dire que l'attitude que vous avez eue le 11 juin, nous souhaitons toutes et toutes qu'elle n'ait plus lieu et qu'elle s'arrête là. Et que vous arrêtiez les provocations, que vous arrêtiez la recherche du buzz et que nous puissions nous consacrer aux affaires de la commune. Monsieur Simonin, avant le vote, vous voulez changer votre vote, c'est ça ? Allez-y. Absolument pas, monsieur le maire, mais je souhaitais quand même affirmer que, effectivement, le jeu de dupes, il est aussi de votre côté, parce que, en l'occurrence, quand vous me faites porter une parole que je n'ai pas dite, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que le débat municipal n'avait pas eu lieu à cause du temps qu'on a perdu par votre colère et par le moment où vous perdez le pied lorsque monsieur Nader récite son « Je vous salue Marie », effectivement, ce sont les Ivriens qui perdent du temps.
Donc c'est ça que je disais, et je n'ai jamais prétendu, parce que je sais bien qu'effectivement, pendant ce temps-là, les affaires de la commune continuent, et qu'effectivement la commune est administrée, et qu'effectivement les communaux bossent, je les ai vus faire, donc effectivement, je n'ai rien dit contre les agents de la commune. Donc que ce soit très clair. Il y a pas de problème, Monsieur Simonin. De toute façon, vous savez, tout ce qu'on dit ici est enregistré, filmé, la France entière peut le voir. Donc, je suis absolument désolé si vous avez ressenti mon propos comme un procès d'intention. Ce n'était absolument pas le cas. Mais, vous voyez, tout ça, c'est du commentaire. C'est pas très grave. Mais merci de saluer le travail des agents communaux. C'est très bien ainsi. Et je vous remercie également d'avoir qualifié ma colère, que je crois légitime, de perdu pied. D'habitude, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit, comme l'un de pas de vos prédécesseurs ici, mais il y en a un au plan national qui a été président de la République, et quand il s'adressait à des gens qu'il voulait mépriser, il disait vous perdez vos nerfs, vous m'avez pas fait celle-là, donc je trouve que c'est déjà pas mal. C'est un bel effort que je tiens à saluer. Donc je vais mettre aux voix la destination d'un blâme à Monsieur Kevin Nader pour attitude inappropriée lors de notre précédente séance, qui est pour l'adoption de ce blâme. Ouais, c'est très bien. Merci. Merci. Qui est contre? C'est normal. S'il vous plaît. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Voilà. Non prise de part au vote. Donc le blâme est adopté. Voilà. Vous vouliez parler, Monsieur Nader. J'annule le vote. Monsieur Nader va parler. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, dans leur entièreté, nous voterons contre cette délibération puisque la majorité propose d'émettre un avis défavorable à la cession de logements sociaux par Immobilière 3F à leurs occupants. Et je dois dire que ce point est très révélateur de votre vision du logement. Sur le papier, on nous explique qu'il faut protéger le parc social, mais dans les faits, vous refusez à des locataires la possibilité de devenir propriétaires de leur logement. Vous refusez l'accession à la propriété, l'accession sociale. Vous refusez l'idée même qu'une famille modeste puisse se constituer un patrimoine, s'enraciner durablement dans son quartier, transmettre quelque chose à ses enfants, sortir progressivement de la dépendance au logement social. Bref, vous voulez entretenir des gens dans un état de dépendance. Ivry compte déjà 12 000 logements locatifs sociaux, soit près de 40% du parc. Nous sommes très largement au-dessus des obligations légales. Il faut revenir à un taux légal, un taux normal, notamment grâce à l'accession sociale à la propriété, et c'était un des points centraux de notre programme. Il y a une différence essentielle entre vendre à des investisseurs et permettre à des occupants de devenir propriétaires. Ici, nous parlons bien d'une cession aux locataires occupants. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une possibilité offerte à des ménages de franchir une étape dans leur vie. Votre position revient à dire « restez locataire, restez dépendant, ne devenez surtout pas propriétaire ». C'est une vision très idéologique et vous l'assumez. Pour vous, le logement social doit rester un parc fermé, administré, contrôlé, où les habitants sont assignés à résidence dans un statut. Pour nous, le logement social doit aussi être un tremplin, pas une prison administrative. Nous sommes favorables à l'accès à la propriété, y compris pour les ménages modestes. Nous sommes favorables à une ville où l'on peut commencer locataire, puis devenir propriétaire, puis transmettre. C'est cela aussi la justice sociale, permettre l'ascension, pas organiser la dépendance permanente. Bien sûr, cette vente doit être encadrée, mais un encadrement n'est pas un refus de principe. En réalité, ce que révèle cette délibération, c'est votre méfiance profonde envers la propriété privée. C'est normal, vous êtes des sens bolcheviques. Pour notre part, nous assumons de défendre l'accès à la propriété populaire. Nous voulons que des familles ivriennes puissent posséder leur logement, construire leur stabilité, s'enraciner à Ivry et ne pas rester toute leur vie sous tutelle d'un bailleur ou d'une décision politique pour mieux les tenir en vue de la prochaine élection. Pour ces raisons, nous voterons contre l'avis défavorable proposé par la majorité.